et on se déplace complètement. Donc on quitte, ceci étant le lac de Garde, on quitte pour passer à l'est et on va donc se concentrer au Piémont et on fera un va-et-vient. Vous me permettrez cette petite fantaisie. Donc on rentre au Piémont, mais on part en Lombardie pour revenir au Piémont. Donc ça, c'est un peu le va-et-vient géographique, puisque dans la série, par la suite des Nebbiolo, donc on a encore 2 cépages à déguster, la Barbera et le Nebbiolo, qui sont donc des cépages emblématiques du Piémont. Mais dans le cadre du Nebbiolo, je me permets une petite folie avec donc une expression du Nebbiolo différente qui sera celle de Valtellina et donc de la Lombardie. Donc c'est ma seule petite aparté, puisque la Valtellina est un petit univers à part entière. Et depuis que le Nebbiolo a énormément de succès, les vins de Valtellina apparaissent fortement, même sur le marché français. Donc c'était une expression différente qui me plaisait. Mais du coup, comme sous Barolo, j'ai un Barolo Riserva, et puis on verra ce que ça signifie Riserva. C'est ma 3e mention, et après j'ai fini, je vous le promets. C'est intéressant de faire donc ce petit va-et-vient. Mais bon, on ne brûle pas l'étape et on parle donc du cépage Barbera. La Barbera est un cépage véritablement très intéressant et très fortement représenté en Italie. On le trouve au Piémont, mais on le trouve aussi dans l'Emilia-Romagne, on le trouve en Lombardie, et c'est un cépage au rouge qui s'est offert 1001 interprétations. Il est un cépage facile, puisque c'est un cépage, chose que je n'ai pas dite, un peu comme pour le Corvine, d'accès facile. Ça signifie une pellicule assez épaisse, colorée, d'acidité, donc le raisin a une acidité élevée, et un profil aromatique très développé. La différence, quoique, avec le Corvine, mais quoique, c'est que les 2 cépages ont des profils tanniques complètement différents. Généralement, au premier cours d'œnologie, on vous dit peau fine, pas de couleur, pas de tanin. Peau épaisse, beaucoup de couleur, beaucoup de tanin. Okay. Bon, les prochains cépages, donc Corvine en prémisse, mais bon, la Marronne me met un peu à mal, mais surtout Barbera et Nebbiolo sont 2 belles exceptions à cette règle premier niveau. Okay. Puisque la Barbera est colorée et aromatique et les tanins sont peu efficaces, un peu comme ceux du Corvina. Ça signifie que pour obtenir des Barbera tanniques, soit le vigneron s'y met et donc force, entre guillemets, la plante à faire ce dont on lui a envie, soit ça c'est des vins speedy, sans tanin, colorés, parfumés, acides, qu'on boit bien, facilement. Les versions donc, de l'Emilia-Romagne existent en Barbera plus légère, plus prête à boire, et même en version effervescente. Eh bien oui, parce que dès qu'on rentre en Emilia-Romagne, on fait en bulle tout ce qui passe par là. D'accord? Vous connaissez le cépage? Eh bien, il en existe une version effervescente. Ça, sans doute. Ça suffit de la chercher. En Emilia-Romagne, vous allez la trouver. Donc ça, c'est un peu ça. La Barbera, en revanche, dans le cours de l'histoire, et grâce à certains vignerons qui s'y sont intéressés de près, a quand même développé des vinifications beaucoup plus poussées que ceux que presque le cépage aurait permis, point d'interrogation. Là, je vous laisse décider. Mais on a quelques vignerons qui, déjà dans les années 70, a cru fortement dans la Barbera, a réduit de façon drastique les rendements, a travaillé sur la concentration et la qualité, a élevé ses mous en barrique neuve et en a fait des monstres. Affaire à suivre. La morale, c'est que malgré ces prototypes ultra bodybuildés, certains meilleurs que d'autres, je dois l'avouer, on a quand même ouvert une porte en disant la Barbera n'est pas simplement un cépage un peu idiot qu'on peut vinifier facilement, ça reste malgré tout un petit quelque chose
qui, bien travaillé, offre potentiel de doser l'extraction et la densité. Donc, de Barbera, il en existe vraiment 1001 interprétations, à 1001 prix différents. Donc, s'orienter à l'intérieur de la Barbera, c'est loin d'être chose facile. La chose intéressante, c'est que Barbera est toujours écrit sur l'étiquette. Donc, si vous voulez une Barbera, la plupart des appellations est présente en nom composé. Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Barbera di Romagna. Donc, tout ce que vous voulez, c'est écrit, clair et net. Il existe une seule DOCG aujourd'hui qui est Nizza, comme la ville, Nice, qui est donc le nec plus ultra de l'expression de la Barbera dans le territoire d'Asti, qui ne présente pas cépage Barbera écrit en clair sur l'étiquette. Mais pour le reste, si vous voulez boire Barbera, c'est marqué, vous le trouverez. Deux zones majeures développent la qualité de la Barbera. La première zone est Asti et la deuxième, ce sont les Langhe, donc les territoires de Barolo et Barbaresco, on verra tout de suite après, et que sont donc les territoires de la Barbera d'Alba. Très belles expressions dans les deux, en sachant qu'à Asti, la Barbera est seule. C'est le cépage prince pour en faire des vins de garde. Dès que vous descendez en Roero et dans les Langhe, la Barbera se retrouve à se battre avec le Nebbiolo. Donc, les vignes les plus qualitatifs en termes d'emplacement sont systématiquement réservés au Nebbiolo. Et la Barbera doit pouvoir faire avec ce qu'elle trouve. Je ne dis pas que donc elle fait des mauvais vins, loin de là, mais elle part avec un petit handicap qu'à Asti, elle n'a pas. Donc, si vous cherchez vraiment une grande expression de Barbera, il sera beaucoup plus facile de le trouver dans le territoire de Asti, puisqu'elle n'a pas de compétiteur direct dans les emplacements. À Alba, le vigneron, la parcelle, l'attention que le vigneron lui porte sont quand même fondamentales pour trouver une excellente expression de Barbera. Au Nebbiolo. Oui, parce que le Nebbiolo, selon la zone dans laquelle il est cultivé, a plusieurs points. Et c'est pour ça que sur la Valtellina, la plupart des vignerons l'appellent Chiavenasca. Voici donc Piemonte, Lombardie et Emilia-Romagna. Densément plantés. Voici la Barbera. Alors, je vous ai mis un vin tranquille de couleur jaune, mais c'est des couleurs rouges. Hein. C'est des effervescents rouges. Je suis désolée, voilà, ça m'a échappé sur la... Je ne veux pas vous piéger. Ce n'est pas des blancs de noir, c'est des rouges effervescents. Okay? Et donc, voilà, une petite grappe assez compacte, assez dense, petite baie, assez riche. Ce que vraiment la caractérise, c'est un côté acidité élevée et avec un profil aromatique vraiment très intéressant. Et nous allons goûter donc la Barbera de Sottimano, que peut-être vous connaissez puisque Sottimano travaille en Barbaresco, donc en Nebbiolo, et c'est donc les vignes autour de son domaine sur un lieu dit qui s'appelle Pariolero. Donc ça, c'est la cuvée qui vous a été servie. Et qui est donc une Barbera d'Alba supérieure. Donc, supérieure, cahier des charges amélioré, avec donc des rendements plus bas et un alcool à la récolte, un alcool potentiel à la récolte plus élevé. Et nous goûtons donc 2020 sur Pariolero. Barbera d'Alba. Donc ce vin a une robe plutôt grenat, vermillon, des reflets cerise mûre, rouge pourpre, une intensité assez profonde, une opacité, des résidus, c'est légèrement trouble, il y a quelques résidus à l'œil. Moi aussi, j'ai quelques sédiments. Qui dénote peut-être une non-filtration. Une belle viscosité importante quand même, il y a de la matière à l'œil, ça laisse présager une petite matière. Donc, capable de produire de l'alcool rapidement.
Donc, c'est un cépage qui concentre bien ses sucres, malgré l'acidité qui reste élevée. Donc, c'est facile de faire des Barbères à 13,5, 14, 14,5. D'accord. Le premier nez me semble plutôt timide. Moi, j'ai eu du mal à déceler beaucoup d'aromatiques. Après agitation, il se révèle un petit peu sur des fruits rouges, des fruits noirs, de la cerise un petit peu mûre, de la groseille, la framboise. On a un peu ce côté fraîcheur dans les fruits, donc des fruits rouges frais. Mais on a aussi un peu ce côté cerise très mûre qui m'amène vers ce côté, ensuite sur le second nez, chocolaté, poivré, poivre noir, chocolat, pas un chocolat excessivement élevé, mais 70%, un chocolat à 70% noir. Donc ce côté poivré, réglisse, voilà, cet arôme, j'irais peut-être jusqu'au café, un petit peu torréfaction léger. Ah oui, torréfaction. Voilà, c'est quand même une cuvée élevée en fût de chêne sur laquelle vous avez des secondaires chêne qui arrivent. Alors, ce n'est pas des fûts neufs, mais on a quand même une petite signature grillée, torréfiée, vanille, chêne, qui est assez classique. Pour le passage à la bouche, première attaque très agréable, fluide. On sent vraiment la vibrance, la fraîcheur de l'acidité, une petite acidité type un petit peu volatile, que moi j'adore d'une manière générale dans le vin qui porte le fruit. Donc on sent vraiment en premier lieu ces arômes primaires, fruités, framboises, cerises. Dans un second temps, on va aller chercher un petit peu les épices, le chocolat, comme on a eu au nez. Une finale un petit peu, déjà un corps assez opulent, une belle matière, des tanins en termes de quantité peu élevés, moyen à peu élevé, mais assez rustique. Il laisse une finale assez rustique, assez chante, qui peut être plaisante. Hein, mais, très bien ça. Mais voilà, pour les qualifier. Bienvenue en Italie. Ouais, la signature tannique italienne est vraiment asséchante. Et c'est vraiment ça, puisqu'on a un point de vue vigneron qui est différent, que ce soit en France ou en Italie. En France, le vigneron travaillera sur ces tanins pour que la dégustation vous soit agréable. Le vigneron italien travaillera pour que le passage à table vous soit agréable. Et du coup, quand vous lui faites la remarque, oui, mais vous avez laissé un tanin quand même légèrement ferme, un peu asséchant, il vous dira, oui, c'est vrai, mais laisse que vous mangez. Et donc voilà, c'est le but final. Le but final, c'est celui de considérer le vin dans son intégrité, même lorsque vous avez un accord mévin. Donc l'idée d'avoir malgré tout une signature tannique en mangeant est le but final d'un vigneron italien, qui donc vous laissera toujours un tanin légèrement surmené et définitivement légèrement asséchant. Si vous voulez trouver les vins italiens à l'aveugle, ceux pour lesquels les tanins ont une signature, c'est cette signature légèrement asséchante, plus ou moins asséchante. Ouais, donc moi je trouve ça agréable, je trouve que ça peut amener effectivement une jolie progression à table. Et pour ce genre de vin, moi je verrais quand même quelque chose d'assez complexe. Pour aller avec la contenance et les tanins, j'irais chercher soit un col vert, avec un jus corsé, vraiment un faisan assez marqué, pour aller lui donner de la noblesse, ou également un oreiller de la Belle Aurore, un mélange de faisan, de canard, de viande assez noble, accompagné d'un jus corsé, où on peut aller aussi chercher une sauce un peu plus crémeuse pour accompagner, lier tout ça, une sauce champagne et crème fraîche, pour lui donner de la gourmandise. À ça, hein. Vous avez noté la volatile, vous avez noté la cerise kirschée. Dès que vous mettez de la crème et des protéines de lait, vous faites avoir un beauté. Ça tous les deux ferment leurs écoutilles et aucun des deux se parle plus. Donc faites attention à ça. Il est plus intéressant de mettre la crème lorsque tout le vin a plus de gentillesse et un côté plus tertiaire et plus révolu, si vraiment vous voulez aller en crème. Le gibier me va très très bien,
Mais sur des vins sur comme des jus celui-ci, corsés, alors. faites attention, ça fait un petit effet, je le dis comme ça, entre guillemets, vomi, qui n'est pas très sympa. On va rester sur des jus corsés. Oui, moi je trouve. Voilà, après pour aller sur des choses un petit peu peut-être moins complexes, plus du quotidien, un bœuf effiloché, je pense que ça marcherait très bien. Des pastas aussi à le ragoût, voilà, sur des mets aussi simples. Pour la garde, on a quand même une matière alcoolique qui peut le tenir encore quelques années, je pense maximum entre 5 et 10 ans. Ouais, moi je trouve que c'est ça destinée en vérité. Si vous voulez des arômes légèrement plus complexes, alors dès que vous changez un tout petit peu de destinée, ça veut dire par exemple vous allez chercher des asti, ben, vous avez des vins qui ont vraiment une progression plus importante. Attention évidemment à la densité de matière. Comme vous obtenez des Barbera de toute dimension, ben, choisissez les bonnes à garder et les plus simples à boire. Ça, c'est le travail du sommelier lorsque vous abordez la Barbera, c'est savoir ce que vous avez en tête par rapport à la cuvée à proposer et savoir donc ce que vous voulez en faire parce que vous en trouvez de tous les prix, mais derrière de tout potentiel de garde, bien évidemment. Ça commence à être déjà une jolie expression qui a devant soi quelques années, sans doute. Ouais, pour cette expression-là, 5-10 ans, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord. 10 ans, je serais content de la boire. Elle aura développé un peu de tertiaire, elle se sera harmonisée aussi, parce qu'on sent quand même cette taux de vie. Ça restera toujours. Hein. Et d'ailleurs, son défaut majeur, c'est de développer parfois des vernis à ongles, des dissolvants, parce que c'est son truc. Quand on la pousse au paroxysme, elle y va rude. Du coup, oui, vous avez des nez qui peuvent être rapidement vernis et acétone, qui sont son défaut le plus classique, parce qu'on a voulu en faire quelque chose que la matière qu'on avait à disposition n'était pas prête à accepter. C'est pour ça que la Barbera ne tolère aucune erreur dans la gestion du vignoble, puisque si vous avez un projet, il faut que votre matière vous le permette. Si vous commencez à élever un fût neuf et vous avez une matière pas très intéressante, ça part vraiment en tous les sens, avec oui, des notes d'acétone qui sont peu élégantes et je dirais peu élégantes, ça fonctionne comme ça, mais bien faites. Vous continuez à maintenir ces poussées en fruits, ces côtés éventuellement kirschés, qui fonctionne très très bien. Mais la Barbera paraît être un cépage facile. Plus vous êtes ambitieux, moins elle l'est réellement. Donc oui, c'est un peu tout le jeu de l'équilibre à tenir, étant vigneron bien évidemment. Et pour vous, sommelier, le choix judicieux d'une cuvée plutôt qu'une autre, selon ce qui est votre portefeuille, votre position dans la carte des vins, ce que vous voulez en faire. Quel est aussi le pouvoir d'achat de vos clients. Ça peut être un très joli vin de transition, mine de rien, avant d'accéder au plus noble Nebbiolo, qui ne vous permet pas de jouer avec. Ça, c'est l'autre loi relative du Piémont, c'est qu'on joue avec la Barbera, mais pas du tout avec le Nebbiolo. Donc ça coupe rapidement les jambes. Non, c'est très joli. Merci, c'est une très jolie perspective. Bon, pour terminer, moi je dirais qu'avec une Barbera comme ça, sans savoir ni lire ni écrire, un très joli burger. Bien fait. Hein? On parlait de nourriture de tous les jours. Burger. Un burger. Ah, franchement, c'est... Qui la star? Ah ouais. Yes, ça me va, ça. Ouais, ça me va très bien. C'est encore pire de vivre comme ça. Ok, oui. Teriyaki, ces choses un peu... Absolument, je suis tout à fait d'accord. Hein. Très, très bien. Oui. Si, ça me plaît l'idée. Oui, les barbecues, japonais, ça fonctionne vraiment très bien. Je lui accroche en fait. Ah bah oui, ça marche. Je m'occupe de ton cas. Si vous voyez bien, la Barbera, il n'y va pas pour demi-mesure. Hein. Elle est là, elle vous raconte la messe tout de suite.
C'est pour ça que je pense à des choses qui soient consistantes et en même temps assez immédiates, assez rentre-dedans. Mais je suis d'accord que ces petites déviations sur les barbecues asiatiques fonctionnent très très bien. Je suis bien d'accord. Oui, parce que les acidités sont élevées, donc on peut jouer vraiment sur... Alors, on peut descendre en force et en élevage pour se retrouver avec des choses très speed. Je vous rappelle que les Barbera, par exemple, frizzante, donc pétillant, dans la version classique, servaient aux panés frits, qui sont classiques, au bollito misto, donc tout ce qui est pot-au-feu, servaient à tout ce qui est saucisse au couteau, à cuire, dont on a 1001 recettes, le pied de cochon, zampone, les différentes formes de saucisses fourrées à cuire. On a une forme triangulaire qu'on appelle le chapeau du prêtre. Je peux vous assurer, c'est juste la folie. Mais si vous faites juste des pieds de cochon avec lentilles, vous faites des petits salés lentilles et vous y mettez une Barbera à côté, franchement, on est comme des rois. Hein. À ce côté un peu rustique, c'est pour ça que ça me rappelle un peu la mondeuse, ça me rappelle un peu, voilà, ça peut partir un peu en... Mais ça annonce la musique tout de suite, c'est pas, voilà, c'est pas, alors je le dis comme ça avec beaucoup d'affection, c'est pas un vin intellectuel, mais en même temps, ça, dans son caractère principal, bah, toute sa beauté. Totalement différent donc de son confrère, collègue, concurrent, même si lorsqu'on rentre dans le monde du Nebbiolo, franchement, il n'y a plus de concurrence, parce que le Nebbiolo lui sera préféré, bien sûr, avant tout le reste. Le Nebbiolo est le roi des cépages italiens, pour moult raisons. Déjà, c'est le premier qui correspond, dans son interprétation moderne, à l'unité d'Italie. Les vins nobles à base de Nebbiolo vont naître au même temps. Donc, on travaille à la version moderne. Et quand je dis moderne, j'entends la version française des Nebbiolo au même temps qu'on brigue à l'unité d'Italie. Donc, la Marchesa Falletto appellera Jean Houdard, onologue connu de France, pour qu'il réinvente la formule du Barolo et du Barbaresco, qui à l'époque n'existait même pas, à la mode donc des vins nobles de France. Et en même temps, Camillo Benso, comte di Cavour, qui était son ami, travaillait à la stésure de la Constitution italienne. Donc les deux vont naître pratiquement de pair. Donc le roi des vins, le vin des rois, au revoir, mais le Barolo devient le vin de la République. Plus ou moins, pas vraiment. Mais de l'unité d'Italie, ça c'est sûr. Donc, comme vous voyez, ça me plaisait cette carte, pas franchement pour beaucoup, mais juste pour vous montrer comme les appellations au Piémont sont tous les unes dans les autres, totalement enchevêtrées. On n'a pas une zone réservée à Barolo, une zone réservée à la Barbera, une zone réservée au Dolcetto, une zone réservée au Moscato, mais selon comment les ondulations se présentent, comment les coteaux sont exposés, comment la composition géologique se présente, le vigneron choisira quoi planter ou dans une même et unique face de vignoble. Donc sur un même coteau, vous retrouvez sur toutes les altitudes un peu plus élevées, le Nebbiolo doit s'arrêter à 500 mètres par obligation, techniquement il s'arrête plus bas, et donc on lui plante du muscat sur les altitudes un peu plus importantes. La Barbera prendra les expositions mi-coteaux peut-être un peu moins heureuses et le fond de vallée va être destiné au Dolcetto que par la suite s'élargit et augmente de façon à remplir les espaces vides. Donc 4 cépages coexistent complètement, donnant naissance à des vins complètement différents. Ça, c'est le Nebbiolo. Et la situation piémontaise. Donc, la Barbera que vous venez de voir, voilà,
et donc notre ami Pariolero. Et vous voyez bien, donc ici nous sommes à Barbaresco. Plus bas, vous avez Curra et Asili, qui sont deux crus Nebbiolo. Plus haut, voilà, les vignes de Pariolero, ici dans une situation automnale, et puis ici dans une situation estivale, celle-là étant donc la cave du domaine Sottimano. Voici la Barbera, donc petite, noire, à des graines très, très fortes. Et on passe au Nebbiolo, donc cépage complètement différent d'un point de vue phénologique, pellicule fine, couleur peu efficace, des grosses instabilités à fixer la couleur, un peu comme pour le pinot noir, et des tanins que même si pas très nombreux, la pellicule reste relativement fine, sont extrêmement efficaces. Donc la comparaison avec le pinot noir s'arrête au moment où vous mettez le vin en bouche et vous sentez la puissance de ces tanins. Pas tant en quantité, mais en qualité. Je dois dire que les tanins du Nebbiolo sont définitivement présents. Nebbiolo qui donc n'est pas un cépage grandement planté, mais qui a des zones d'ingérence choisies parfaitement pour que son expression soit la meilleure. On n'a pas de Nebbiolo médiocre, on n'a que des vignerons médiocres, ça je vous le dis. Avec le Nebbiolo, on se destine à des vins de garde, on se destine à des vins élevés. Les petits Nebbiolo juste pour appâter la galerie, ça n'existe pas. Le Nebbiolo, comme le Pinot Noir, vous le renvoie direct dans les dents, si je peux me permettre. Les Nebbiolo sont des cépages élégants qui s'expriment à la distance et qu'on trouvera donc au Piémont dans la zone des Barbera, donc la zone de Alba, Barolo et Barbaresco, qu'on trouvera dans le Haut-Piémont sur des appellations qui recommencent à vivre, comme Gattinara, comme Gemme, comme Bocca, Fara, Lessona, et une petite enclave en Lombardie, qui est l'enclave de la Valtellina, et qui est ce que vous avez dans le verre, sur laquelle le Nebbiolo est roi. Voilà. De toute la Lombardie, qui est quand même une région viticole vaste et très variée, un peu pas tout à fait très bien considérée en termes qualitatifs, même par les Italiens, puisque c'est une région très différente. Vous voyez, elle est très large, on a pas mal de lacs. La situation présente aussi des zones de plaine qui pendant longtemps ont été marécageuses. Donc c'est une situation sous laquelle, en revanche, on a un très beau vignoble situé sur les collines des Apennins, donc sous le contrefort des Apennins vers le Piémont. Là, c'est une zone sublimissime, avec beaucoup de choses qui bougent beaucoup. La partie Mantoue, qui en revanche, on verra plutôt liée à l'Emilia-Romagna et au style de vin de l'Emilia-Romagna. On aura la partie autour du lac de Garde, très proche à celle donc, de la Valpolicella, de Bardolino, et donc toutes ces appellations qui continuent d'entourer le lac, qui copient, disons, la partie vénitienne. Mais donc, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est cette zone haute, vous voyez, c'est cette vallée qui est une vallée cul-de-sac. On rentre et on sort par le même côté. C'est une vallée est-ouest avec des terrasses granitiques. Donc, oui, des sols anciens liés donc à la poussée de terroirs anciens, donc les massifs hercyniens qui remontent, et donc du granit à nu sur ces fameuses terrasses. Bon, la Valtellina est assez vaste, et vous voyez bien que la zone des vignobles est quand même une zone bien définie, bien compacte, sur des terrasses face sud, qui vont donc définir l'intégralité du vignoble, qui est un vignoble tout petit, mais qui fait parler de soi de plus en plus. 100% Nebbiolo, qu'on appelle localement Chiavenasca. Hop. Des crus qu'on trouve très souvent sur les étiquettes. Donc, Valtellina, dans sa version la plus classique, Valtellina superiore, et la possibilité donc d'y placer les sous-dénominations Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno et Valgella, qui peuvent apparaître sur les étiquettes. Bon, le nôtre s'appelle Il Pettirosso, parce que c'est un assemblage de deux zones. Donc c'est deux
donc on a entre Sondrio et Montagna Valtellinese, donc entre Grumello et Sassella, chose qui donc lui fait perdre ses mono-origines. Et donc le domaine l'appelait Pettirosso, qui est un oiseau qui en français s'appelle, vous m'aidez, le rouge-gorge. Yep, c'est le rouge-gorge. Donc ça s'appelle le rouge-gorge et du coup donc c'est donc l'ensemble de vignobles qui se situent donc entre Sondrio, qui est la ville principale, et la montagne de Sondrio, donc les vignes qui se trouvent donc juste derrière. Nebbiolo 100% sur des terrasses abruptes. D'ailleurs, vous regardez bien, très souvent sous les vignobles européens, les terrasses les moins attendues, les plus exposées au soleil, celles sur lesquelles on brûle, prennent le nom d'enfer. Les enfers se trouvent en Savoie, les enfers se trouvent... Voilà, nous avons les nôtres. Généralement, ces zones de montagne sur lesquelles on ne s'attend pas à autant d'impact solaire prennent souvent le nom d'enfer. Donc voilà, on a aussi, nous, les enfers. Voilà, hop. Donc voilà, Valtellina Superiore, il Pettirosso, 2016, que vous avez dans le verre. Et donc, bienvenue dans le monde du Nebbiolo. Bah, la couleur l'annonce. OK. Qui? Alors, vous Allez. Alors, du coup, je me suis déjà permis de goûter, savoir à quoi m'attendre. Mais donc on est en présence d'un vin rouge avec une robe grenat très claire, donc qui tire visiblement sur le fauve. Donc on peut s'attendre effectivement à des arômes d'évolution, déjà visuellement. On peut aussi imaginer une texture assez onctueuse, parce qu'on voit qu'on a de belles larmes assez éparses tout autour du verre. Donc bon, le vin est clair et limpide. Il est bien. On a une belle transparence qui laisse présager des arômes de fruits malgré son âge. Donc on va passer au nez. Donc au premier nez, on a un nez qui est expressif, mais qui reste délicat. Pour moi, je sens vraiment des arômes de fruits confiturés comme la fraise, c'est-à-dire on a un côté assez gourmand, je trouve, au nez sur ce vin. Et puis très clairement, moi je sens effectivement les notes d'évolution comme je pouvais m'y attendre, et un côté boisé assez délicat qui vient s'agrémenter de touches assez florales, moi qui me rappelle en fait une forêt un peu conifère, un côté presque résineux. Donc aussi un côté sous-bois évidemment. On va passer à la dégustation. Donc on a une attaque qui est franche. La première chose qui me frappe, c'est l'acidité de ce vin. Donc encore une fois, pour un vin de 2016, on ne s'attend pas spécialement à avoir une telle acidité, donc qui renforce ce côté fruité assez gourmand et qui, je trouve, met assez en retrait le côté développé de vin, le côté sous-bois. Donc après, voilà, en milieu de bouche, le vin reste agréable, et en fin de bouche, je trouve qu'il est assez... il disparaît assez vite, il ne reste pas trop au fond de la bouche. C'est pourquoi... pour un accord mets et vin, je partirais sur un poisson qui garde quand même un petit peu de goût, comme un pavé de saumon. Pas un pavé de saumon du tout, excusez-moi, pavé d'espadon. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Et avec peut-être un petit peu d'acidité, genre une sauce aigre-douce d'orange sanguine, je verrais bien. Vous êtes joueur. Ouais. Parce que là, il y a plein de petits terrains glissants. Pourquoi pas? Bien réalisé, le Nebbiolo est en mesure de vous écouter. Attention à la cuvée que vous choisissez, bien évidemment. Là, vous avez une cuvée assez traditionnelle, donc avec des couleurs assez peu appuyées, des macérations longues, chose qui fait que la couleur, plus vous macérez, moins elle fixe.
c'est comme ça, un peu même dans le pinot noir. Si vous travaillez en partie à grappe entière, vous vous retrouvez un tout petit peu avec aussi un peu d'absorption davantage. Donc, on voit bien que le vigneron ici n'avait vraiment pas de crainte à vous présenter des vins à la couleur un peu bizarre, puisque normalement, une robe comme celle-ci vous fait penser à des vins totalement épuisés dans le sens vraiment de l'évolution. Autant que là, on a plein de vitalité, on a plein de fraîcheur. On a un peu la même attitude avec le pinot noir. Les vignerons de Nebbiolo se plaisent à se comparer au pinot noir. Et puis, depuis que le pinot noir est devenu un tout petit peu la nouvelle star, hein, c'est vrai qu'on appuie moins, on est moins dans les bois, on revient aux récipients traditionnels, qui sont des récipients gros volume. Ici, il foudre 50 hectos. Hein. Donc ici, le bois est là pour soutenir, appuyer, apporter en gentillesse. Mais donc, on a un tanin un peu rugueux, mais pas aussi rugueux qu'aurait pu l'être si on avait élevé en bois neuf, en foudre plus petit ou même en barrique. Personnellement, je le sens à peine. Ouais, on y va vraiment avec le pied, avec la pédale douce. On peut avoir des expressions un tout petit peu plus fermes lorsqu'on va soit sur des mono-origines, soit sur des réserves, mais techniquement, on est sur une expression assez traditionnelle du Nebbiolo. C'est un cépage qu'on va voir assez jeune quand même. Je trouve que là, de 2016, je sais pas, mais je trouve qu'on a un peu fait son déclin, non? Enfin, je trouve que ça manque un peu de structure derrière. Est-ce que vous diriez la même chose d'un pinot noir? Voilà. Ça dépend dans quel univers vous jouez. Non, je ne trouve pas qu'il est en déclin, puisqu'on est sur un vin qui est plein de vitalité, qui a une extrême longueur en bouche. Il est fait comme il est fait. On ne va pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. C'est un parti pris, une vraie interprétation. Je vous ferai comparer ça avec le Barolo Riserva 15. Donc on régresse, mais avec donc une expression qui est complètement différente. Et vous verrez de quelle façon on peut jouer avec le Nebbiolo, qui se prête à des jeux assez... mais comme pour le Pinot Noir, sur lequel généralement on a du mal à pointer notre argent, ça fait partie de ces cépages qui ont assez peu de fléchissement et de mouvement dans le sens de perte de complexité. Au contraire, c'est des vins qui vont vers des complexités de plus en plus accrues. Donc, ça peut ne pas vous plaire le style, et ça, je le comprendrais bien, puisqu'on est rentré dans les sous-bois, parce qu'on est allé chercher déjà un peu de fruits confits, on s'est laissé porter par des évolutions du vin qui sont celles d'une macération très longue, qui a un impact oxydatif sur les arômes, bien évidemment. Plus vous laissez ça faire et moins vous défendez les arômes primaires et de fraîcheur. C'est une façon de voir le Pinot Noir, mais qui me paraissait aujourd'hui l'une des plus proches au Pinot Noir, tel qu'on le vit, par exemple, sous certains vignerons, sous certaines cuvées. Donc, c'est ça. Et à côté, ça peut être intéressant donc, de positionner Barolo. Moi, le fait d'aller jouer avec les poissons ne me déplaît pas du tout, par exemple. J'aime assez l'idée que les produits automnales fonctionnent. C'est mon vin à la truffe blanche, ça. Hein. Ça, c'est mon vin à la truffe blanche. Italiolini, beurre de montagne fondu et truffe blanche, c'est ça. Hein. Ça appelle ça. Ça, c'est un vrai vin à la truffe qui peut être donc truffe blanche râpée, qui peut être un travail sur la truffe noire, sans problème. Algues. Bon, on n'a pas, je ne l'ai pas carafé et voilà, j'ai pas très envie. Ça me va que vous trouviez les vins tels qu'ils sont. On est en session d'études, donc voilà. On peut le préparer, on peut le carafer. On peut avoir des réductions qui jouent ce côté un peu marin, un peu iodé, mais qui peut fonctionner donc dans un contexte. Par exemple, ça, pour moi, ça commence à être un vrai vin umami.
Donc, toutes les propositions un peu ballot sur les sauces réduction, XO, sur les sauces un peu fermentaires. Là, j'ai ma petite clé de porte pour ouvrir ce type de monde que généralement fait beaucoup de mal au vin. Et ça, c'est des vins qui ont déjà une évolution qui permet de tenir tête à certaines nuances aromatiques qu'autrement serait plus difficile à tenir et à maîtriser sans souffrir, parce que ben, c'est un peu le contexte dans lequel. Mais j'ai une sensation de rose fanée, j'ai une sensation de pourpourri, d'herbes séchées, qui est assez typique. Ici, les acidités sont plus élevées parce que nous sommes sur une expression montagne et nous sommes sur granit. Rappelez-vous, les granites crissent, donnent ces sensations de sable, ferment un tout petit peu les bouches en augmentant l'acidité et en donnant des arômes un peu pinacles qui font penser aux écorces d'agrumes confits. Le côté mandarine, le côté zeste qu'on a un peu souligné. C'est pour ça que je vous trouvais joueur avec le côté orange sanguine, mais bien dosé, on pourrait avoir une expression tout à fait intéressante. Ça pourrait être très simplement un très joli vin pour un canard à l'orange. Les laquais, par exemple, fonctionnent avec un minima d'indulgence aux amers qui vont quand même se développer. Parce que si vous jouez avec les laquais, vous avez du caramel et du sucre, chose qui endurcit légèrement le vin. Mais bien dosé, ça devrait marcher. Bon, c'est différent. Si vous commencez à mettre le nez dans le Barolo, c'est différent. Et différente la zone, et différent le sol, puisque nous passons sur des sols d'origine marine. Et selon où vous êtes, sur 3 époques différentes qui ont 10 millions d'années de différence. Ça veut dire que la mer s'est retirée sur un temps qui est de 10 millions d'années. Bon, les temps géologiques, ce n'est pas nos temps à nous. Hein. On a le temps de voir. Mais il y a 3 grandes côtes, la côte de la Morra, la côte de Barolo, Monforte et la côte de Serralunga, qui ont donc une immersion des eaux qui a donc 10 millions d'années entre l'un et l'autre. Vous parlez de canard à l'orange, non, c'est un canard au restaurant, c'est un suprême de canard rôti au miel avec un crumble de pain d'épices, je ne suis pas forcément fan de ce vin. Non, mais ouais. Mais il y a une sauce billard, calamansi et des navets glacés au vinaigre. Et ça, je pense On pourrait jouer sur ce plat avec ce vin, je suis d'accord. En restant un peu moins indulgent sur les sucres, puisque oui, le pain d'épices, ça en apporte un peu plus, mais sur ce type d'évolution et sur ce type d'interprétation, je suis pour. Je tenterai de trouver voilà, une belle définition chef plat, vin qui pourrait de nouveau, attention au sucre. Ça, c'est la bête noire pour ce vin. C'est que plus vous rentrez dans les sucres, plus vous l'endurcissez. Plus vous le fermez, plus ça devient amer. Et ce vin est déjà un peu dans le... Voilà, il n'est pas mieux ça que la version successive, sans doute. Non, je préfère les algues et le salé. Je préfère le sapide et l'umami à la crème et le sucre. Ah, ça, sans doute. Ça, à tenter. À tenter. Ouais, on pourrait partir. Maintenant, on part vers les mises. On travaille pas mal avec les wakame. On peut jouer avec... Ouais. Ouais. Ça peut... Ouais, ça... Ouais, voilà. Ça surfe, mais pourquoi pas. Ah ouais, mais oui, champignons noirs. On peut jouer en plein dans un contexte wok. On peut jouer sur... voilà, ça peut... C'est des vins qui commencent déjà à supporter, voire même un peu agencer l'umami de façon assez intéressante. Plus vous êtes dans les tertiaires, plus vous êtes dans cette... Je ne sais pas me décider si c'est salé ou si c'est sucré, donc c'est de l'umami. Ok, donc la version beaucoup plus
tendue, qui est celle donc, de Barolo Bussia. Donc la Bussia est en transition entre Monforte et Barolo. Donc vous quittez la ville de Barolo pour aller vers Bussia, donc vers Monforte. C'est un amphithéâtre merveilleux sur lequel donc, on a cette sélection de Nebbiolo qui est poussée vers la Riserva. Alors, quand vous voyez Riserva écrit sur une bouteille de vin italien, vérité ou intox? Pas forcément, mais tiens. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, Riserva s'applique à tout un nombre d'appellations. La règle étant, si l'appellation oblige à un vieillissement minimal, la Riserva le rallonge. Ça, c'est la règle générale. De quelle façon? Eh bien, en perspective à ce qui était les obligations de l'appellation. Barolo, grosso modo, déjà oblige à 3 ans avant commercialisation. La Riserva oblige à 5 ans avant commercialisation. Dans le temps, était tout en bois. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre des minima en bois et le reste en bouteille, mais jusqu'à accomplir, malgré tout, la fatigue des 5 ans en cave. Donc ça, c'est obligatoire et ça ne peut pas être différemment. Donc oui. Mais si vous prenez une appellation moins restrictive, ben, les temps de la Riserva diminuent, bien évidemment. Mais si vous prenez une encore plus ferme, comme Brunello, qu'on verra demain, Brunello veut 5 ans que pour sortir, la Riserva en veut 6, par exemple. Donc, chaque appellation fixe ses limites. La règle générale, c'est s'il y a un élevage minimal requis, la réserve le rallonge. Ceci signifie, en paroles simples, qu'on va jouer avec la sélection, puisque si je suis obligé à garder mes bouteilles plus longtemps à la cave, si je dois donc, par confort, les vendre plus cher, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut qu'elles soient de meilleure qualité. On est bien d'accord. Donc, généralement, sous la Riserva, vous pointez sur des cuvées de plus longue garde. Vous êtes sur cette terroir écrémé, parce qu'il existe le Barolo Bussia simple. Ceci est la version Riserva. Donc, nous sommes sur le zonage, sur la vigne, mono-origine, mais sur une sélection écrémée en termes de qualité de raisin, qui va être donc par la suite destinée à des vieillissements plus longs et une commercialisation tardive. OK, toujours Nebbiolo. Alors, pas toutes les appellations ont le droit à une Riserva. Lorsqu'ils en ont le droit, oui, ça rallonge les vieillissements obligatoires. Non, ça dépend. Par exemple, sous Chianti, sur lesquels vous avez des obligations qui vont de 9 à 12 mois, c'est 18 la Riserva. Donc, ça dépend. C'est proportionnel au temps imposé par l'appellation. D'un rubis d'une nappe très pâle, des reflets tuilés. On est sur un millésime 2015, donc ça traduit un peu ce côté tuilé. C'est limpide, on n'a pas vraiment de défaut. J'ai un léger dépôt, mais je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Ben, pas pour tout le monde, parce qu'étant des dépôts souvent tartriques, les derniers sont plus servis que les premiers, par gravité naturelle des choses. J'ai une jolie brillance. J'ai de belles larmes éparses. On peut passer au nez. J'ai un nez net, très élégant, plutôt complexe, assez ouvert. Après aération, j'ai des notes plutôt velouté, un petit peu confituré de fruits rouges, mûrs, sur la fraise, sur la framboise.
J'ai quelques notes d'épices douces. On peut passer à la bouche. J'ai une attaque qui est vive, franche. J'ai une bouche très élégante. J'ai un ensemble qui est très équilibré. J'ai des tanins qui sont soyeux, fondus, qui sont bien incorporés au vin. Donc un ensemble toujours très équilibré, très élégant. J'ai mes notes de fruits rouges un petit peu veloutés qui viennent se confirmer. Mes notes d'épices douces également. J'ai toujours ce côté un petit peu asséchant, un petit peu rustique dont parlait Imad. Je trouve que j'ai quand même une belle longueur. Je pense pas qu'un carafage soit nécessaire ici. Je trouve que le nez était ouvert. Ça dépend. Je n'ai pas regardé aujourd'hui quel jour était, mais c'est un jour sympa, à mon avis, pour les vins. Puisque les vins goûtent bien sans trop les avoir manipulés. Ce n'est pas le cas de tous les jours. On va voir tout de suite qu'est-ce que dit mon calendrier. Mon calendrier dit qu'on passe de fleurs à feuilles. Demain, ça sera peut-être un peu plus contraignant, mais on était fleurs, donc oui, les vins avaient ce côté un peu détendu. Oui, attention, plus c'est des vins que vous venez d'acheter, plus vaut mieux y penser un peu tôt à l'ouverture. D'accord. Vous y croyez ou pas, je me base sur les anciens calendriers des phases lunaires, dit aussi calendrier biodynamique, qui divise les jours de l'année en feuilles, racines, fleurs et fruits. Et à la dégustation, honnêtement, j'y crois pas mal. Je déguste avant de regarder et très souvent, je suis pas très à côté. Les vins se modifient selon la pression atmosphérique, ça reste des liquides. Et l'expression des vins change avec les saisons, les journées. Ça, sous la dégustation, je le ressens bien. Et je sais que les vins se présentent différemment selon le jour dans lequel vous dégustez. Ça, pour moi, c'est... Ben oui, pression, humidité, tout ça fait que... je prends ça toujours avec les pincettes de quelqu'un qui est scientifique dans l'âme, mais... Ça va. Du coup, c'est un calendrier papier que vous avez? Non, j'ai une appli qui fait ça. Que je vous donnerai si la chose vous intéresse. Et que m'oriente, mais pas... Voilà, je ne me fais pas conditionner par l'appli, mais je joue, une fois avoir dégusté 5 vins différents, je me dis, bah tiens, je ne saurais pas... Voilà. Et donc là, je pointais bien sur une journée entre fleurs et fruits, très sans problème. Désolée de cet aparté qui n'était pas tout à fait scientifique. Donc, on était donc tranquillement. J'aurais carafé des vins, par exemple, élevés différemment, plus modernes, plus extraits. J'aurais peut-être penché. Mais je suis toujours pour goûter et décider à la dégustation. Et dans ce cas, comme pour vous, je ne suis pas forcément pour un carafage fort au préalable. Tout à fait d'accord. Ça dépend aussi avec ce que vous avez décidé de manger avec. Parce que c'est vous qui décidez si vous avez besoin de tanins ou pas. Le carafage ayant un impact assez fort sur les tanins, bien évidemment. Donc, quelle est votre proposition? Moi, j'aurais bien accordé ça avec une joue de bœuf, un risotto de petite épeautre avec peut-être une touche de betterave et de grenade pour rappeler un petit peu ce côté confituré. Ok. La joue de bœuf, si elle est confite, elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de tanins, quoique un tout petit peu sur la fibre ne sont pas désagréables. Donc vous allez un tout petit peu couper les jambes à ce côté petit asséchant qui fonctionne bien. Je suis assez d'accord, ça me va. C'est assez ambitieux de pointer sur l'acidité de la grenade et la fraîcheur qui va un tout petit peu challenger le vin puisqu'il le pousse un peu plus vers les tertiaires, puisque c'est le fruit qui domine. La grenade qui n'est pas un fruit très sucré et que donc peut tenir tête. De nouveau un Barolo, pas forcément élevé en barrique, mais on en voit de moins en moins. Merci le Pinot Noir qui revient en force. On force moins sur la structure des tanins du Nebbiolo et on en fait des vins plus élégants,
moins ferme, mais avec grand potentiel de garde, de la même façon que les pinots noirs. D'autres propositions? Moi, je pense à un plat de Stéphane Couteau. C'est un omelette de bœuf entouré d'une feuille de nori. Avec des champignons chipachus. Ça rappelle un peu le côté umami du vin. Ouais. Je pense que Oui. Et réserve à plus approprié, puisque un peu plus de tanin. Notre Valtelline aurait un peu flanché devant un anglais, je suis bien d'accord. Ouais, ça c'est. Je voulais vous montrer donc les vignes de Valtelline. Quand même. Hein? Ça c'est vu du bas, ça c'est vu du haut. Voilà. Hein? Donc ouais, c'est quand même entre 40. On arrive à 40% de pente. On n'est pas loin des terrasses Côte-Rôtie. Hein? On est assez musclé. Je vous invite à visiter la Valtelline. Fromage, charcuterie et pâtes farcies sont juste dingues. Qui aime skier? Un parc de ski, mais pas forcément pour les amateurs. Hein. Sondrio fait des très belles descentes. On fait beaucoup de télémarques et autres aménités hors piste. Voici donc le Nebbiolo, la Chiavenasca qui est légèrement rosé. Vous voyez? Donc ça, ce côté légèrement plus rose par rapport donc à Barolo. Et donc, nous étions donc dans le sud de Barolo, 11 communes qui peuvent appeler les vins Barolo, avec donc aujourd'hui énormément de crus. Voici Barolo et voici l'aspect donc des vignobles piémontais qui sont beaucoup plus ondulés, beaucoup plus souples. Voilà. Et ça, c'est la Boussia, donc avec cet amphithéâtre et cette perspective avec des collines donc qui vont généralement de 250 à 600 mètres donc, sur les côtes, et le Nebbiolo, donc de Barolo, qui est beaucoup plus noir. Vous voyez, on a une pellicule légèrement plus ferme et légèrement plus colorée. Je peux essayer d'avoir ta dégustation.